Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce troisième webinaire de la plateforme L'innovation territoriale en action. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est associations et catalyseurs, ensemble accompagnant les projets de territoire. Alors, quelques mots pour introduire ce webinaire sur la plateforme L'innovation territoriale en action. Cette plateforme, c'est un lieu repère pour tous les acteurs de terrain qui souhaitent à la fois comprendre et expérimenter des démarches apprenantes de co-construction territoriale. Sur cette plateforme, vous avez une diversité d'éclairages et de ressources, des parcours méthodologiques pour agir ensemble en territoire, la compréhension de ce qu'est l'innovation territoriale en action, comprendre vos territoires et ces différents profils, ces différentes dynamiques de co-construction, et c'est toutes les études qui viennent de l'Observatoire des partenariats. Bien sûr, le lien vers le site des catalyseurs territoriaux, et puis d'autres ressources complémentaires qui viennent à la fois de ressources institutionnelles, mais aussi de la plateforme de capitalisation partagée, l'ODD 17, en pratique. Alors, cette plateforme, elle est animée chaque année, et cette année, le cycle de webinaires a pour thème « Accompagner les projets de territoire vers les transitions ». Donc, cette année, l'objectif, c'est de pouvoir comprendre comment se mobilisent les différents acteurs locaux, que sont les entreprises, les acteurs académiques, les associations, les citoyens, les collectivités et les investisseurs au service du projet de territoire. Et dans ce cadre-là, de voir quel rôle, au singulier et au pluriel, les catalyseurs peuvent avoir à leur côté. Donc aujourd'hui, 8 juin, on a un webinaire qui est dédié au lien entre associations et catalyseurs. Alors, au sommaire de ce webinaire, 4 temps forts. Le premier, une introduction avec Laura Meaux qui va nous rappeler quelle est la capacité d'engagement du secteur associatif au service du territoire. Nous enchaînerons ensuite sur le témoignage du réseau national des maisons des associations qui nous expliquera ce qu'est le réseau et quel est le rôle ou les rôles des maisons des associations, notamment comme catalyseur du faire ensemble sur un territoire pour faire sens. Et ensuite, on a beaucoup de chance puisque aujourd'hui, on est en direct de La Réunion, puisque avec nous, nous avons à la fois la commune de Saint-Benoît et la maison des associations aussi de Saint-Benoît. Et puis on terminera, comme toujours, par le programme d'animation et les prochaines échéances qui arrivent à grands pas. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Charles Donati, président fondateur du Rameau, qui va nous rappeler quel est ce fameux engagement du secteur associatif. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être encore avec vous aujourd'hui pour parler de cette co-construction territoriale dont vous savez que nous tenons absolument à rappeler qu'elle va de l'international au local et du local à l'international. Et en cette année où la France va remettre en juillet son rapport sur l'avancement de l'agenda 2030 en France, il est important de pouvoir montrer la similitude et finalement la cohérence entre à la fois le cadre mondial de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable sur lequel tous les territoires, tous les acteurs et tous les domaines sont concernés, quel que soit le point du globe, et la dynamique qui a été lancée en 2020 de réflexion et d'action entre l'État et les collectivités territoriales au travers de contrats et de relance de transition écologique qui incarnent une nouvelle forme de faire, en tous les cas la tentative d'inventer jusqu'à 2025 entre l'État et les collectivités un nouveau contrat de confiance en partant, et c'est ça qui est important, d'un projet de territoire qui n'est pas seulement un contrat juridique entre l'État et les collectivités, qui n'est pas simplement un projet politique d'une mandature, mais la façon dont un territoire va pouvoir se projeter dans le temps. Et je vous invite à regarder le remarquable vade-mecum de nos amis de la NPP Territoire de Projet sur ce qu'est un projet de territoire à 30 ans. Et bien évidemment, ces projets de territoire, ils incarnent l'ODD 17 en pratique, c'est-à-dire comment allons-nous faire concrètement pour réussir les transitions qui sont devant nous? Et bien évidemment, au sein de ces territoires, c'est là où va être capable de se rencontrer des acteurs et des profils d'acteurs avec chacun leur légitimité propre. Et c'est en cela que le territoire incarne l'intérêt général à portée de main, puisqu'il est à portée de tous. Et cela, ça devient un élément moteur pour que initiatives citoyennes, associations, collectivités, entreprises, établissements scolaires, acteurs académiques, services de l'État puissent mettre en œuvre ensemble le projet de territoire. Pour cela, encore faut-il savoir quelle est la place de chacun dans ce projet de territoire. Et je vous rappelle
que nous avons publié avec l'Institut pour la recherche de la Caisse de dépôt en début d'année le bilan de 5 ans de cette première étude d'impact de l'ODD 17 à l'échelle de la France et des 13 régions métropolitaines. Pas encore, malheureusement, de l'outre-mer, mais nous verrons qu'il y aura une petite annonce en fin de ce webinaire. Et qui nous a montré que, quelque part, cette coopération pour faire ensemble ce qu'aucun ne peut faire seul produit 3 éléments: innovation, performance et confiance. Alors, questionnons-nous sur la place spécifique des associations d'intérêt général dans ces 3 valeurs collectives que sont l'innovation, la performance et la confiance. L'innovation, d'abord. Nous avons, dès 2017, à travers le livre blanc sur l'innovation associative, mis en valeur ce rôle de R&D sociétal empirique que le secteur associatif d'intérêt général, parce qu'il est capable de mobiliser des énergies au plus près, est capable de faire. Et nous avions vu dans le livre blanc de 2017 que ça n'opposait pas, bien évidemment, innovation sociale et innovation technologique, puisque nous avions pris l'exemple des aidants et bien évidemment les associations associées ces différentes innovations. Le secteur associatif est réellement notre acteur de R&D sociétal au plus près des terrains, au plus près des besoins, au plus près des personnes et des territoires les plus fragiles, et donc en capacité d'agilité, d'inventer des solutions, pas seul, bien évidemment, avec tous les acteurs de son territoire. Et il a prouvé que ce soit avec les acteurs des collectivités, des entreprises, des établissements scolaires, pour inventer ensemble des solutions qui répondent à la fois à un cadre commun, mais dans une agilité, parce que les acteurs et les actions ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Cette capacité d'innovation, c'est ce qui caractérise le secteur associatif. Mais le secteur associatif est aussi caractérisé par un autre élément en termes de performance, c'est son modèle socio-économique unique. Parce que justement, il est d'intérêt général, il peut mobiliser des leviers que les autres acteurs, publics et privés, n'ont pas le droit d'activer. Et c'est en cela que c'est un modèle extrêmement intéressant, hybride par nature, et qui est vraiment indispensable de comprendre. Et c'est ce que nous avons voulu faire après 10 ans de recherche empirique, en publiant en 2019, sous l'égide du gouvernement, avec le discours du secrétaire d'État Gabriel Attal, qui à l'époque s'occupait de l'engagement, de rappeler qu'il ne faut pas confondre les modèles d'intérêt général et les modèles d'utilité sociale. Ce sont 2 modèles essentiels, mais pas du tout les mêmes, et que cette spécificité des modèles socio-économiques d'intérêt général est une capacité pour tous de réinventer de nouveaux équilibres économiques. Et donc, cette capacité d'avoir une performance particulière parce que l'équilibre de la maison est particulier dans le secteur associatif est la deuxième caractéristique, le deuxième élément qui peut nourrir et qui nourrit au quotidien à la fois collectivités territoriales, acteurs de l'ESS, acteurs établissements scolaires, services de l'État, acteurs économiques. Et cela, c'est un deuxième levier indispensable. Le troisième, c'est celui de la confiance. Et bien évidemment, les associations d'intérêt général, de par leur capacité à inventer ensemble des solutions, à mobiliser les énergies, a une place totalement privilégiée au cœur de nos territoires, en proximité. Et là, je tiens à dire que les 2 études qui ont été réalisées, d'abord celle de l'Observatoire des partenariats avec la parole des jeunes en action pour écouter les jeunes de 18 à 24 et de 25 à 29 sur leur envie d'engagement territorial. Et puis celle que vient de publier nos amis de la Fédération nationale des caisses d'épargne, qui a été partagée la semaine dernière au Sénat, qui montre que 60% des jeunes font confiance aux associations pour les aider à s'engager au plus près de leur territoire. Et donc, les jeunes qui sont l'avenir, qui sont la capacité à inventer ensemble les solutions, eh bien finalement, on crée la confiance et ils ont la confiance des associations et les associations, finalement, ils ont confiance dans les associations. Et donc, ce secteur associatif d'intérêt général est bien évidemment un allié stratégique des territoires pour mobiliser toutes les énergies économiques, académiques, publiques, initiatives citoyennes, toutes les énergies pour ensemble inventer et défricher les solutions d'intérêt général pour enfin dépasser l'entre-soi pour faire réellement de l'entre-tous. Et ça, bien évidemment, de par sa spécificité, seule l'association d'intérêt général est en capacité d'apporter cela. Nous verrons au fur et à mesure de nos webinaires que les autres acteurs apportent d'autres choses. Mais ça, c'est bien ce qui est propre à l'association d'intérêt général.
Alors, ce qu'on peut se poser comme question, c'est finalement face à cette capacité de mobilisation de toutes les énergies, ce qui est, pour ceux qui suivent le jeudi de l'EDD 17, le cœur au mois de juin de notre envie de construire avec tous cette dynamique, quels sont les enjeux? D'abord, il y a un enjeu stratégique. Je vous rappelle qu'en 2021, la Fondation des territoires a co-construit avec les territoires un véritable contrat de confiance. Nous avons eu l'occasion de le commenter dans les webinaires précédents, qui propose 7 principes, 7 leviers d'action et 7 moyens pour inventer ensemble, en proximité, à partir des réalités de chacun des acteurs et de chacune des actions déjà là, finalement, un faire ensemble qui permet de prendre ce risque. Mais ce contrat de confiance, cette charte du faire alliance, n'était pas arrivée par hasard, puisqu'elle succédait une proposition de loi sur le fait et la nécessité de faire émerger et d'expérimenter un droit d'alliance d'intérêt général. Et je me réjouis et je remercie le HCVA de nous avoir permis, le 23 mars dernier, de pouvoir affirmer et militer ensemble pour passer de la charte à la loi. La priorité, finalement, maintenant, est d'avoir un cadre juridique qui permet de sécuriser tous les acteurs, au premier rang desquels les associations d'intérêt général, mais aussi les collectivités qui peuvent travailler avec eux, aussi les services de l'État, aussi les acteurs économiques, puisque nous savons que ces alliances, finalement, ne sont pas possibles dans l'état actuel des droits sans prendre un risque pour l'un ou l'autre des acteurs. Et donc, au service de ces projets de territoire, dans la capacité à inventer ensemble des expérimentations qui les inventent, eh bien, nous sommes très heureux qu'avec le HCVA, nous portons haut et fort la nécessité maintenant d'avoir un cadre juridique adapté, non pas parce qu'il descend de quelque chose qui aurait été vu d'en haut, mais parce qu'il a été co-construit avec plus d'une centaine de réseaux publics et privés dans le cadre de la mission ministérielle comment accélérer les alliances entre associations, collectivités et entreprises sur un territoire. Et le deuxième enjeu majeur, c'est un enjeu opérationnel. Comment nous articulons au plus près des réalités de terrain les ingénieries locales? Les ingénieries ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes à Paris et Marseille et encore moins à Bressuire et Langres. Et donc, comment est-ce que la diversité des 3 ingénieries, donc bien évidemment l'ingénierie de catalyse, s'articule et s'invente très concrètement en fonction de la réalité des territoires, non pas pour faire le dernier kilomètre des solutions, mais pour commencer par le premier kilomètre des besoins. Et c'est bien ça qui est au fondement du partenariat stratégique entre le RNMA et le réseau des catalyseurs territoriaux depuis leur émergence en 2014. C'est bien cela qui a été un cheminement commun qui a permis de comprendre à partir de la réalité des maisons des associations et à partir de la réalité de ces catalyseurs territoriaux, comment on invente ensemble le chemin. Et ce n'est pas un hasard si dès 2015, avec l'Observatoire des partenariats, le réseau national des maisons des associations a fait un partenariat aussi pour essayer d'éclairer progressivement cette réalité de terrain au plus près de nos concitoyens, au plus proche de l'envie d'engagement. Et c'est aussi pour cela que le Fonds ODD 17 a investi dans ces 2 démarches pour pouvoir soutenir cette capacité à mettre en valeur, illustrer et incarner la diversité, la richesse des solutions qui font en sorte qu'aujourd'hui, oui, nous pouvons faire le contrat de la confiance, le pari de la confiance, parce qu'aujourd'hui, nous en sommes en mesure. Et nous lançons aujourd'hui ce que nous avons appelé l'appel du 8 juin. Nous demandons et nous envoyons une lettre, nous avons envoyé une lettre à tous nos réseaux partenaires avec lesquels nous avons expérimenté ces nouvelles alliances en territoire, de nous retrouver tous ensemble le 4 juillet parce que nous devons valoriser ces femmes et ces hommes, ces catalyseurs territoriaux, ces 350 catalyseurs territoriaux qui aident chaque jour les collectivités territoriales à faire de ces projets de territoire une véritable incarnation de l'ODD en pratique pour assurer à la fois la cohérence des actions et la cohésion des acteurs. Notre capacité à réussir l'agenda 2030 est à ce prix. Nous en sommes déjà à mi-chemin, mais nous avons déjà rempli à moitié le verre. Il ne nous reste que l'autre moitié à faire
Et donc, mobilisons-nous ensemble le 4 juillet. Et je suis très heureux que le RNMA ait répondu à notre invitation de pouvoir lui aussi être présent pour soutenir cette dynamique-là. Et vous verrez dans le programme que bien d'autres sont là, mais nous sommes là pour parler des associations d'intérêt général. Merci à vous pour ce webinaire. Merci pour cette invitation. Merci Charles-Benoît. Et donc aujourd'hui, on a souhaité donner la parole au réseau national des maisons des associations, d'abord parce qu'il illustre très concrètement ce que vient de dire Charles-Benoît sur l'engagement du secteur associatif au service du territoire, et puis parce que depuis 2014, on voit très clairement l'évolution des pratiques d'accompagnement de ces maisons des associations et aujourd'hui, comment elles intègrent dans leur métier au quotidien cette notion de catalyse. C'est pour ça que pour en parler, je vais laisser la parole à Léa Boisroy, qui est chargée de mission au réseau national des maisons des associations, qui va nous expliquer en quoi ces maisons sont des catalyseurs du faire ensemble sur un territoire pour faire sens. Léa, je vous laisse la parole. Bonjour, merci. Du coup, merci beaucoup pour l'invitation. Enfin, je pense que c'est très important, comme l'a fait Charles-Benoît, de rappeler l'importance du fait associatif qui, par sa définition, est une revendication aussi de revendication citoyenne du faire alliance et d'être associé à la construction de nos réalités et des projets de territoire. Le travail avec le rameau est très riche et il permet aussi d'outiller nos actions de terrain, de prendre du recul, de la perspective et de nous soutenir aussi avec notamment le soutien du fonds ODD 17 sur un certain nombre de nos chantiers. Ça nous permet en tout cas d'avoir une attention particulière sur ces questions et ces enjeux de la catalyse territoriale. Le RNMA, donc je vais faire, comme on l'a demandé, une petite présentation. C'est donc Réseau national des maisons des associations qui agit auprès de à peu près 90 structures membres, qui sont donc des maisons des associations associatives ou alors des services de collectivité, et qui sont répartis sur tout le territoire métropolitain et en outre-mer, et puis donc un territoire assez varié aussi, urbain, rural, qui a des diversités dans les réalités du fait associatif local, et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Depuis quelques temps, on a fait le choix de se définir comme une fabrique des communs, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est que l'ensemble des membres contribuent, co-construisent les projets et les actions qu'on mène. On a une fonction de caisse de résonance pour faire remonter justement les réalités des territoires. On travaille sur faire réseau et faire en sorte qu'il y ait une entraide entre les différentes structures membres, et puis on fait aussi de la coordination de projet, de l'accompagnement, et on a cette fonction d'ingénierie qui nous permet de développer des outils et de prendre du recul sur les pratiques. À l'origine, c'est un réseau qui a été créé en 1994 et qui travaille, qui est né de la volonté en fait de directeurs et de responsables de maisons des associations qui voulaient échanger, partager leurs pratiques pour avancer ensemble. On est resté aussi avec un petit peu l'idée de ces rencontres-là, puisqu'il y a 2 rencontres nationales par an où l'ensemble des membres sont invités pour avancer ensemble sur des thématiques. Donc, on va parler justement d'une d'entre elles qui a eu lieu à La Réunion. Rapidement, je reviens sur ce qu'est une maison des associations. Je pense que tout le monde en a un peu une idée, mais selon les territoires, les réalités sont très différentes. Comme je disais, les maisons des associations peuvent être des structures municipales, comme elles peuvent être des structures portées par des associations. Donc, elles ont des statuts différents. Elles n'ont pas toutes le nom d'ailleurs de maisons des associations, mais c'est des structures qui sont dédiées au développement de la vie associative locale. La dimension territoriale est vraiment centrale. Donc le projet évolue aussi en regard du contexte dans lequel elles s'inscrivent. On a dans notre charte un petit peu expliqué aussi qu'il y avait un système de valeurs qui est commun, c'est-à-dire l'importance de promouvoir l'autonomie du fait associatif et du secteur associatif, la diversité, le pluralisme, etc. C'est en tout cas des lieux d'accompagnement qui se veulent généralistes pour les associations,
mais aussi plus largement pour les citoyens, les porteurs de projets. On voit qu'il y a une ouverture aussi à d'autres statuts juridiques, notamment dans le cadre de l'ESS, mais on a quand même un centrage sur la défense et l'accompagnement du fait associatif. Et donc, comme on a des pratiques qui sont très diverses, on a aussi mené un chantier en lien avec un certain nombre d'autres structures qui font de l'accompagnement à la vie associative, et chantier dans lequel d'ailleurs le Rameau a pris part, qui est un chantier pour essayer de verbaliser au travers du recherche action quel est le métier d'accompagnement de la vie associative locale. Donc on a travailler à la création d'un référentiel métier qui sera lancé sous peu. Ce qui était intéressant, c'est que dans ce travail de verbalisation de nos pratiques, c'était un travail où on allait voir sur les différents territoires quelles étaient les réalités des fonctions, des activités menées par les gens qui travaillent dans les maisons des associations. Et on s'est rendu compte donc l'importance du cheminement en proximité, du lien avec l'ensemble des acteurs d'un territoire. Et on a vu que les missions d'accompagnement se déclinaient sur 3 niveaux. Donc, un accompagnement organisationnel des associations ou des collectifs, ou des associations en création. Un accompagnement aussi interassociatif, c'est-à-dire souvent collectif, des propositions envers un ensemble d'associations. Mais qu'on évolue, comme le disait Elodie, de plus en plus vers aussi un 3e niveau d'accompagnement, qui est un accompagnement au niveau du projet de territoire et qui a à ce moment-là, qui associe l'ensemble des acteurs du territoire, y compris hors associatif, et qui s'inscrit dans la logique de catalyse. Voilà, donc je parlais tout à l'heure des rencontres nationales thématiques. Cette année, récemment, là, au mois de mai, on revient de La Réunion, où on a eu le plaisir d'avoir Elodie qui nous a rejoint et qui a participé à l'ensemble des travaux. Nos rencontres nationales étaient centrées sur la question de la catalyse. C'était le fil rouge, c'est-à-dire qu'on se disait que les maisons des associations ont de fait une fonction de catalyse, mais qu'il fallait travailler, conscientiser cette notion, comprendre au travers des pratiques comment on favorise le faire ensemble, les coopérations sur le territoire, comment on est capable de réunir les conditions pour co-construire des expérimentations collectives, quels sont les liens avec les différents écosystèmes. On a des liens très forts entre associations, pouvoirs publics, mais on travaille aussi avec tout un autre ensemble d'écosystèmes plus largement. Et donc, la Maison des associations de Saint-Benoît nous a accueillis avec beaucoup de brio, en nous permettant à la fois de nous retrouver. On était une quarantaine de structures qui se sont déplacées, et on a eu une semaine très dense avec des ateliers, des conférences, mais aussi des visites, des rencontres d'acteurs sur tout le territoire pour comprendre aussi quelles étaient les logiques de coopération et de catalyse sur le territoire réunionnais. Pour nous, c'était important aussi d'avoir cette édition de nos rencontres nationales en Outre-mer. C'est la 2e fois qu'on le fait, c'est la première fois qu'on le fait à La Réunion. Très tôt dans la vie du RNMA, on a eu des structures d'Outre-mer qui se sont rapprochées de nous justement parce qu'elles avaient besoin d'être en lien. On a des membres qui sont en Guyane, à La Réunion. On a aussi des relations assez proches avec des structures qui ne sont pas encore membres, mais en Guadeloupe et en Martinique. Et il y avait ce besoin aussi de rencontrer des responsables d'autres structures, d'échanger avec des pairs et de rompre l'isolement, mais aussi de mettre en avant les spécificités des territoires ultramarins. Donc, c'était très important. Ils viennent régulièrement. Et quand on fait les rencontres en métropole, et du coup, on avait envie vraiment aussi de pouvoir aller à leur rencontre. Et pendant ces rencontres que je laisserai du coup l'AMDA présenter, Jimmy, on a aussi fait un travail de conscientisation des pratiques de catalyse, c'est-à-dire que lors d'un atelier qu'on a co-animé avec Elodie, on a essayé de demander aussi aux maisons des associations de se positionner sur les pratiques de catalyse existantes. Et ce qu'on voit globalement, c'est
que la plupart des MDA se positionnaient sur des liens avec des écosystèmes très variés et sur certaines des pratiques de catalyse qu'elles mettaient déjà en œuvre. Donc pour nous, c'était mettre en avant que c'est un enjeu important et déjà existant dans nos pratiques. Voilà. Merci. Merci Léa. Et juste pour compléter ce que tu disais sur ces rencontres, moi j'ai été effectivement ravie d'y participer et de voir tout le cheminement de ce réseau et des maisons des associations. Maisons des associations qui ont des profils très divers, hein, comme le disait Léa, soit municipales, soit associatives. Et très intéressant de voir que finalement ces maisons, au fil du temps, ont fait évoluer leurs liens aux associations vers des liens au territoire. Et le fait de pouvoir conscientiser des pratiques, c'est important parce que ça met des mots sur ce qu'elles font au quotidien. Et pour nous, évidemment, c'est très précieux d'avoir ce retour d'expérience des différentes maisons au cours de ces rencontres. Merci Léa. Et évidemment, pour nous aussi, le rameau et le réseau, c'est très, très important de faire le lien avec l'outre-mer parce qu'on ne le fait pas assez souvent. D'abord parce que c'est loin et puis parce qu'on connaît moins. Et pour nous, ces rencontres ont été l'occasion de découvrir une partie de l'outre-mer qui est à La Réunion. Et donc aujourd'hui, de pouvoir laisser la parole à ce territoire, en tout cas de mon retour d'expérience qui est extrêmement riche d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue du vivant et des écosystèmes. Et évidemment, je vais laisser ceux qui sont le mieux placés pour en parler expliquer ce qu'est le territoire. Et je vais d'abord laisser la parole à Catherine Velayoudom, qui est directrice de la politique de la ville donc de Saint-Benoît, qui est à l'est de l'île de la Réunion. Catherine, je vous laisse la parole. Merci. Alors, vous m'entendez bien? Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, donc bienvenue à La Réunion, même si vous êtes très loin de chez nous et que vous ne voyez pas le paysage, il y a un peu de soleil, donc ça fait du bien, avec un peu de pluie ce matin. Donc La Réunion, pour resituer, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, donc on est un département d'outre-mer dans l'océan Indien, il ne faut pas confondre avec l'océan Atlantique où il y a nos amis de la Martinique et de la Guadeloupe. Pour vous situer, donc on est une île. Il faut savoir qu'en matière, nous, de coopération et de continuité territoriale, le territoire le plus proche est le territoire de Mayotte, qui est situé dans le canal du Mozambique. Sinon, il faut faire 10 000 km pour arriver du côté de la métropole. Donc, on a plus de la coopération auprès de nos îles sœurs, qui sont Maurice, Madagascar, etc., en matière d'échange, de retour d'expérience et de développement économique actuel et futur, on l'espère. Donc voilà pour vous positionner pour La Réunion. Ensuite, pour découvrir le paysage, il faut savoir, on est une île, on a un cœur assez important qui est en parc national, donc un cœur très protégé. On a une situation de mi-pente où on a de l'habitat plutôt diffus. Et là où ça nous intéresse un peu plus, on a cette bande littorale où on a de l'habitat un peu plus concentré, de l'urbanisation, sur lequel nous, au niveau de Saint-Benoît, on intervient en étroite collaboration avec nos partenaires, surtout dans le cadre de la direction politique de la ville, où on porte différents dispositifs contractuels. Pour finir avec le global de La Réunion, c'est 860 000 habitants à peu près, 24 communes, 49 quartiers en politique de la ville sur 13 communes, donc pas toutes les communes sont concernées, ce qui représente à peu près 160 000 habitants qui sont situés dans ces fameux quartiers prioritaires et un rayonnement suivant l'approche ERIS qui peut s'étendre sur un rayonnement de 238 000 habitants, donc assez conséquent quand même cette perspective de quartier prioritaire et donc de politique de la ville sur le territoire. On arrive sur Saint-Benoît. Donc, comme Élodie l'a précisé, on est, nous, on est dans l'est de la Réunion. Allez, on se dit sans être chauvin, on est quand même le pôle administratif, sanitaire et culturel de l'Est, puisque on accueille bien sûr les différentes institutions, donc la sous-préfecture avec le sous-préfet et un délégué du préfet qui eux sont très actifs avec nous sur le territoire pour défendre les projets et pour travailler avec les acteurs du territoire. Et je vois que Jimmy
acquiescent ce que je dis, puisqu'ils sont là au quotidien avec nous. On est aussi en présence de différents partenaires, tels que la CAF, bien sûr l'intercommunalité, la CIREST, et les acteurs du sanitaire. On accueille le GHER, qui est l'hôpital, et plusieurs espaces artistiques et culturels, donc qui amènent un peu cet aspect de pôle culturel au niveau de Saint-Benoît. Saint-Benoît, pour vous dépeindre un peu, si on regarde depuis le ciel, c'est un territoire encore rural. Avec une ambiguïté, puisque un territoire encore rural, 78% du territoire est dans le parc national, donc encore très vert, avec du développement agricole encore existant. Mais par contre, on rencontre des problématiques sociales comme les grandes banlieues de métropole. Donc, on a beaucoup de situations de pauvreté, de difficultés sociales, de délinquance. D'où l'existence de deux QPV, deux quartiers prioritaires de la politique de la ville sur le territoire. Un à Sainte-Anne, à l'image de Saint-Benoît, Sainte-Anne est plutôt un QPV assez rural avec pas forcément de grosses problématiques urbaines, mais plutôt de forts indicateurs autour de la pauvreté et du chômage. Et par contre, un QPV, ce qu'on appelle rive droite, qui est composé de 3 quartiers de vie, Bras-Fusil, pour ceux qui ont suivi un peu la presse régionale, La Bourdonnais et Beaufort. Ce sont des quartiers assez complexes qui subissent des mutations en lien avec une jeunesse fragile. Des difficultés au niveau de l'emploi, de la structure familiale, etc. Donc, qui nous donne un peu une teneur du travail à faire, du travail qu'on mène déjà et du travail à faire. Il faut savoir que Rive Droite est quand même le 3e quartier prioritaire de l'île. Si on regarde le nombre d'habitants, on est quand même à 10 000 habitants dans ce QPV-là. Au regard de ces difficultés, la collectivité, donc la ville de Saint-Benoît, s'est engagée depuis plusieurs années sur la mise en place de stratégies, donc ces fameux projets de territoire, en matière de cohésion sociale, de cadre de vie, de santé, de prévention de la délinquance et aussi d'éducation. Et cela se concrétise au travers de contrats et de partenariats. On porte aujourd'hui une CTG, donc une convention territoriale globale avec la CAF, un contrat local de santé avec l'ARS, une cité éducative en partenariat, cette fois-ci avec l'éducation nationale, les services de l'État, donc l'État et la ville, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, et bien sûr un contrat de ville avec des dispositifs connexes tels que le PRE, avec une équipe ERE assez dynamique, donc un programme d'éducation, de réussite éducative, et aussi des dispositifs financiers en soutien dans le cadre de vie, tels que la TFPB, cet abattement de la taxe foncière des propriétés bâties qui nous aide grandement à créer le dialogue entre les bailleurs, les acteurs du territoire et nous, acteurs institutionnels, et aussi qui nous apporte un soutien financier indéniable pour les actions du territoire. Donc, juste pour vous donner un volume, aujourd'hui, ces dispositifs représentent à peu près, c'est beaucoup plus de 2 500 000 euros déployés en crédit dédié sur le territoire. Je ne fais pas référence aux appels à projets qui peuvent arriver en cours d'année, etc., qui ramènent des moyens supplémentaires pour nous aider à lever les difficultés. Et surtout pour rattacher au sujet d'aujourd'hui, c'est que pour nous accompagner sur ces dispositifs, on mobilise entre 15 à 90% d'actions portées par des associations sur ces programmes-là. Alors, vous allez me dire, c'est assez important. En fonction des dispositifs, on a de la mobilisation qui peut même aller au-delà de 90%. Si je prends l'exemple sur l'abattement de la taxe foncière des propriétés bâties, le portage associatif et l'engagement associatif revêt pour certains bailleurs à près de 100% de l'implication de la TFPB. Donc, on est vraiment
sur la définition de ces associations, de ces acteurs comme vraiment les acteurs pivots, les acteurs clés de nos stratégies de développement. C'est pour cela que ces dernières années, on a misé à pouvoir soutenir ce tissu associatif et ces associations, surtout qu'on avait constaté qu'il y avait une baisse un peu de la mobilisation de ces associatifs et un engouement qui était un peu latent. Et donc, on s'est questionné, on s'est rapproché de la Maison des associations pour essayer de comprendre ce qui se passait dans la sphère associative. Et on a identifié quelques fragilités sur lesquelles on a posé de l'expérimentation en fin de contrat de ville, de l'expérimentation que Jimmy va vous expliquer dans un instant, va plus vous détailler, pour permettre justement que cet accompagnement se fasse et que ce tissu, ce réseau qu'on a pu mettre en place sur le territoire puisse apporter ses fruits face aux difficultés qu'on rencontre. On a constaté que cela n'était pas suffisant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du développement territorial en disant en ayant un discours où l'association n'est que celui qui arrive en bout de chaîne du processus de réflexion et c'est lui qui mettra en œuvre peut-être une stratégie qui n'a pas été pensée avec lui et travaillée avec le monde associatif. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la ville s'inscrit dans cette période charnière, dans un travail, surtout que l'évaluation du contrat de ville sur le secteur nous amène à nous interroger sur la fragilité des associations, point d'interrogation. On en a de toutes sortes, des toutes petites, des peu structurées et ceux qui peuvent aller jusqu'à la structuration de nos territoires, ou aussi qui posent la question de l'exigence de nos dispositifs et de nos interventions. Pour vous donner un exemple là-dessus, hier encore, j'étais avec une association qui porte une action dans le cadre du contrat de ville de théâtre dans les quartiers. Notre outillage financier étant multipartenarial, cette association doit mener des démarches, et ce n'est pas exceptionnel, des démarches de contractualisation financière, aussi bien avec la ville où il y a une convention de financement, avec la NCT où il y a une autre partie du financement, une convention avec un bailleur, un autre. Et si toutefois l'association arrive à capter des financements de la CIRES, dont l'intercommunalité ou de la CAF, ça ferait au total 6 conventions pour une action. On est au mois de juin. Et voilà, on est un peu sur des éléments. On sourit quand on présente ça, mais ça nous aide pas. Et donc, l'idée, c'est de solliciter la MDA au-delà de ces outils d'accompagnement associatif, c'est de nous aider dans l'écriture de ces projets de territoire à poser le dialogue avec les associations, à animer le débat avec les associations pour nous aider à construire et à comprendre quelles sont les difficultés en tant que acteurs du déploiement de ces dispositifs publics sur le territoire, mais aussi eux en tant qu'experts des difficultés, des enjeux des territoires. Je vais donner la parole à Madame Thirion-Lebon qui va vous donner la teneur, parce qu'il faut savoir que cette année, c'est une année charnière. On a le renouvellement de la CTG, la fin du contrat de ville, le travail sur engagement au quartier 2030 dans le futur contrat de ville, l'évaluation de la cité éducative, le lancement du contrat local de santé, l'écriture de la stratégie de la prévention, de la sécurité et la prévention de la délinquance. Et donc, ça nécessitait une démarche globale et une démarche portée au niveau communal. Merci Catherine. Écoutez, bonjour à tous et je suis ravie de participer à ce webinaire. Je vais me présenter, Karine Thirion-Lebon. Effectivement, je suis directrice générale adjointe à la cohésion sociale à la mairie de Saint-Benoît. Et du coup, comme l'exposait Catherine à l'instant, pour la collectivité, je vais recontextualiser pour que vous compreniez l'enjeu en fait pour nous de participer et que justement la MDA et les associations viennent alimenter le projet de territoire.
Saint-Benoît, la collectivité de Saint-Benoît est une collectivité qui a eu un changement de mandature il y a 3 ans maintenant, avec une collectivité avec un fort taux d'endettement et un dispositif d'engagement financier très spécifique avec l'État qui s'appelle le dispositif, le contrat financier Corum, qui nous permettait d'éviter la mise sous tutelle, mais par ailleurs qui nous contraint énormément sur nos différentes lignes financières, notamment sur les dépenses d'ordre général à caractère général, mais aussi sur les ressources humaines. Donc, à partir de ce moment-là, il a fallu faire preuve, on a été mis au défi, alors qu'on en parle depuis des années, et ça je l'ai entendu dans les propos préliminaires, d'innovation et de créativité pour pouvoir continuer à mener à bien nos politiques publiques. À partir de ce moment-là, c'est posé une question. Quand je suis arrivée à la DGA Cohésion Sociale, la DGA Cohésion Sociale porte quasiment l'ensemble des dispositifs contractuels de la ville. Donc, effectivement, je me suis rendu compte que nous fonctionnions jusqu'à présent en méthode silo. Voilà. Donc, les collectivités territoriales sont souvent décrites comme et dépeintes comme des usines à gaz et bien évidemment, nous en faisons partie. Et le fait d'en prendre conscience à partir de ce moment-là, on pose un questionnement tout de suite en se disant, bon, très bien, nous avons un cadre, il est obligatoire, mais au-delà de cela, au-delà de ces silos, comment nous allons arriver en tout cas à collaborer avec notre territoire, à collaborer en tout cas dans l'hybridation de réponses, parce que oui, les collectivités n'ont pas de réponse à tout, mais par contre, dans la co-construction, dans la prise en compte de son écosystème, est capable, à partir de ce moment-là, de créer, de coopérer pour apporter des réponses hybrides. Et c'est là où commence le travail pour la DGA Cohésion Sociale avec l'ensemble de mes directions. C'était effectivement cette année un peu charnière de 2023 où l'ensemble de nos dispositifs arrivent à leur terme et du coup un renouvellement de tous ces dispositifs avec des diagnostics pour chaque dispositif. Donc, l'enjeu a été pour nous de se poser la question, de se dire, OK, très bien, on arrive sur cet enjeu, un peu ce temps très spécifique. Ne parlons plus de dispositifs, ne parlons plus de contrats, parlons de thématiques, de public, parlons de notre écosystème et de la compréhension de cet écosystème, ne serait-ce que déjà dans un premier temps en interne, sur le premier cercle qui est celui de la collectivité, et ensuite on passe au second cercle qui est celui des partenaires. Aujourd'hui, c'est un travail, donc il y a eu différents groupes de travail qui ont été menés, etc., donc avec des entrées thématiques et non pas des entrées dispositifs, comme on peut le voir des fois avec la multiplicité des instances de pilotage. Mais, et à partir de ce moment-là, il y a déjà 2 ans qu'on a entamé cette réflexion, la Maison des associations a bien évidemment été un acteur clé dans notre mode de fonctionnement, notre compréhension et notre appréhension de notre écosystème territorial, parce que j'étais très étonnée à mon arrivée que la collectivité menait autant d'actions sur fonds propres. C'est-à-dire que c'était un peu au détriment, entre guillemets, du tissu associatif qu'on estimait des fois poreux. Mais du coup, il n'y avait pas de stratégie arrêtée et pensée en amont pour se dire, bon, ben, très bien, une collectivité n'a pas, pour moi, en tout cas, et ça n'engage que moi, donc au-delà de la DGA aujourd'hui, mais ça n'engage que moi en tant que personne professionnelle, une collectivité territoriale n'a pas vocation à piloter en direct des actions en fait sur la partie opérationnelle. Par contre, elle a à pouvoir poser une stratégie avec son territoire et notamment avec ceux qui travaillent en proximité, notamment nos associations, pour pouvoir décliner cette stratégie que l'on aurait co-construit ensemble. Et c'est là où arrive notre partenariat, en tout cas avec la Maison des associations de Saint-Benoît, et en tout cas avec ce terme qui m'a énormément plu et que j'ai découvert lors des rencontres qui ont eu lieu à La Réunion, de catalyseur territorial. Je dois bien avouer que j'en suis fan et actuellement je suis je suis en pleine session de formation sur la complexité et donc je viens d'en parler avec mes collègues justement en leur disant que voilà, catalyseurs territoriaux, je pense qu'aujourd'hui une collectivité ne peut plus penser à la déclinaison des politiques publiques seule et de se dire que c'est nous, entre guillemets, qui déterminons quel partenariat nous avons à activer. Mais remettons l'usager
au centre de notre système, tel qu'il a été pensé à l'origine, pour nous poser les bonnes questions et retirer nos casquettes et réfléchir à des réponses qui soient les plus pertinentes possibles. Donc, voilà un peu pour le contexte et voilà pour mon intervention. Je ne serai pas plus longue parce que je pense que Jimmy a énormément de choses à dire. Merci. Bonjour, merci beaucoup et merci pour votre intervention qui était vraiment très, très intéressante et qui, effectivement, fait le lien très clairement avec la Maison des associations de Saint-Benoît. Et donc, je laisse Jimmy Beck, son directeur, nous expliquer cette articulation avec l'acteur public et ce que fait plus globalement aussi la Maison des associations. Jimmy, c'est à toi. Oui, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à toutes et à tous. Oui, la Maison des associations de Saint-Benoît, effectivement située dans l'Est. Quelques éléments sur la vie associative au niveau de l'échelle départementale. On a environ 15 000 associations qui fonctionnent au quotidien avec l'aide de 140 000 bénévoles et un tissu associatif composé, 9 associations sur 10 ne sont pas employeuses. Donc, ce qui donne un peu l'idée que les associations fonctionnent beaucoup avec l'impulsion, la motivation et l'implication des bénévoles au quotidien, chose qu'il est important de rappeler, notamment dans les quartiers prioritaires, comme l'a dit Catherine, 2 quartiers prioritaires sur Saint-Benoît, et beaucoup d'associations qui, au quotidien, travaillent grâce à l'implication de leurs bénévoles, et je tenais à le rappeler. La Maison des associations, notre Maison des associations qui a 12 ans maintenant d'existence, est une maison des associations associatives et dont la gouvernance est composée de représentants des associations qui sont adhérents chez nous. Donc, ils sont à l'initiative et à l'œuvre pour déterminer sur quel champ d'intervention et quels sont les axes prioritaires à développer sur le territoire. La Maison des associations, c'est aussi un lieu ressource où les associations peuvent bénéficier de différents services qui sont de la mise à disposition des espaces tels que bureaux, salles de réunion, salles de formation, qui peuvent bénéficier également de ressources pour les aider à constituer leur dossier, à répondre à leurs besoins sur les problématiques associatives du quotidien et aussi sur des aspects matériels pour bénéficier de tentes, de barnums, de chapiteaux et que sais-je encore, d'ordinateurs portables, etc. L'idée, c'est véritablement que nous mutualisons l'ensemble de nos moyens pour que les associations n'ont pas besoin d'acheter chacun sa petite imprimante, par exemple. Nous pouvons proposer à nos associations un service de reprographie à l'année qui leur permet d'avoir de limiter leurs coûts financiers liés à des imprimantes sur lesquelles ils n'ont pas forcément besoin au quotidien. Donc, c'est quelques exemples, en fait, de ce que nous proposons, nous, à la Maison des associations de Saint-Benoît. Et puis, c'est vrai que depuis la nouvelle impulsion, il faut le souligner, de la nouvelle mandature, depuis 2010, nous voyons, nous, un mieux sur la co-construction des projets qui sont issus de la ville, puisque comme l'a rappelé Catherine, en fait, sur l'ensemble des dispositifs de droit commun, CTG, CLSPD, contrat de ville, cité éducatif, ATFPB, nous sommes associés en tant qu'acteurs reconnus comme portant la voix des associations de notre territoire. Et à ce titre, nous pouvons faire remonter les appels à projets qui émanent de ces différents dispositifs. Nous pouvons, de manière très transparente, faire passer la voix des associations pour qu'ils puissent, elles aussi, émarger à ces nouveaux dispositifs. Et bien sûr, pouvoir aussi porter leur connaissance des différentes problématiques, et Catherine aussi l'a dit, qui sont nombreuses sur le territoire, notamment avec une population très jeune qui est malheureusement au chômage et avec de nombreux faits de violence dans certains quartiers. Ce travail de collaboration entre la ville de Saint-Benoît et notre structure nous a permis, en fait, à travers un diagnostic partagé, d'élaborer 3 nouveaux projets qui sont novateurs et à l'échelle de notre commune, mais aussi à l'échelle de notre territoire et à l'échelle du département. Donc, que je vais vous décrire très rapidement. Le premier, c'est le fonds de participation à la vie associative. L'idée, c'est qu'il nous faut soutenir les dynamiques associatives.
Il nous faut proposer une activité qui soit adaptée aux associations. Il nous faut les conforter dans leur rôle privilégié de mise en œuvre des actions sur le territoire. Et bien souvent, on se heurte à des problématiques liées au financement, et soit un manque de financement, soit un manque de mobilisation du droit commun, parce que la seule porte d'entrée qui est la seule qui est tout le temps utilisée, c'est celle de la ville, c'est-à-dire la subvention ville, mais il faut absolument que nos structures associatives comprennent qu'ils peuvent mobiliser également les autres aspects du droit commun. Et donc, du coup, nous avons apporté aussi un complément sur ce financement grâce au fonds de participation. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Cette association a un projet sur son territoire, à l'échelle de la rue, à l'échelle du quartier, et qu'elle n'a pas les moyens nécessaires pour finaliser cette action. Et bien, grâce à un comité de suivi qui a été élaboré entre la maison des associations et les services de la ville, nous pouvons leur permettre de finaliser cette action par la prise en charge d'une facture. Alors, nous avons un budget qui a été alloué pour cette action. Moi, ce que je salue sur l'élaboration de ce budget, c'est qu'il y a eu différents partenaires qui ont mis la main au pot, comme on pourrait le dire un peu vulgairement. C'est-à-dire qu'on a pu mutualiser des fonds de la ville, première entrée, des fonds politiques de la ville, deuxième entrée, des fonds cité éducative, des fonds liés au FONGEP et des fonds liés à la DRAGES à travers le Fonds de développement à la vie associative, ce qu'on appelle plus communément le FDVA. Donc, vous voyez, on a 5 acteurs, enfin 5 financeurs différents. Ah, j'ai oublié aussi la TFPB, effectivement, le bailleur social, a mis aussi a mis des sous dans cette opération. Donc, sur une action, nous avons 6 cofinanceurs qui permettent en fait d'avoir, au lieu d'avoir une enveloppe qui serait modeste, on a pu avoir une enveloppe beaucoup plus intéressante pour participer à ce fonds de participation. Deuxième axe de projet qu'on a pu développer, c'est le pré-relais associatif. Alors, ce pré-relais, on en rêvait depuis très longtemps. C'est-à-dire que bien souvent, on a des associations qui bénéficient d'une subvention, qui ont reçu leur notification, mais vous le savez aussi bien que moi, entre le délai de la notification et le délai de versement effectif de cette subvention, il peut y avoir un delta plus ou moins important. Et du coup, c'est là que nous prenons le relais, c'est-à-dire que grâce à cette notification, cette association peut venir nous voir et nous pouvons lui octroyer un pré-relais à taux zéro, évidemment. L'échéance de remboursement est en fonction de la date réelle du versement de la subvention. Et l'association, elle, peut continuer ses activités, la démarrer grâce à ce pré-relais qui la sécurise notamment dans la continuité de ses actions. Elle est sécurisée, nous, ça nous sécurise parce que l'association ne prend pas de risque, puisqu'elle a eu la notification, donc elle va avoir ses sous. Il ne s'agit pas de mettre en difficulté une association avec un prêt sur une hypothétique versement d'argent, mais là, c'est sur un prêt qui correspond au maxima à la subvention obtenue. Ça, c'est la deuxième action. Et puis cette année, nous avons, à travers le diagnostic, qui est que nous sommes une maison des associations qui est sur l'échelle d'une ville, pas bien grande en termes de superficie. Malgré tout, nous avons encore beaucoup d'acteurs associatifs qui ne viennent pas vers nous pour différentes raisons, et notamment l'éloignement, le fait qu'on soit identifié dans un quartier prioritaire, et qui nous méconnaissent. Et ben, nous avons conjointement décidé de mettre en fait un nouveau service qui s'appelle une maison MDA hors les murs, donc pour une maison des associations hors les murs, où nous allons avoir un chargé de mission d'accompagnateur à la vie associative qui sera directement dans les quartiers. En fait, il sera en immersion dans les différents cases et maisons de quartier de la ville de Saint-Benoît pour accueillir et aller vers le public associatif de ces différents quartiers. L'idée, c'est que à travers ces rencontres de terrain, ces rencontres en relation et en partenariat avec les chefs de projet, les agents de développement, rencontrer les acteurs économiques, rencontrer l'écosystème même du quartier, cet acteur identifié comme quelqu'un qui sera dans l'itinérance va nous permettre, en tout cas c'est le souhait, de mieux dialoguer et mieux comprendre comment vivent nos associations et puis apporter une réponse beaucoup plus appropriée et co-construite avec l'ensemble des acteurs, parce que lorsque nous allons les rencontrer, nous allons échanger
les remontées et le diagnostic posé avec le partenariat ville, mais aussi l'ensemble des autres acteurs qui sont missions locales, qui sont le Pôle emploi avec qui nous déployons des nouveaux services, avec le Club économique bénédictin, qui est une association qui regroupe les têtes de réseau, les grosses entreprises bénédictines. Enfin, l'intérêt pour nous, c'est vraiment d'aller vers ce terme à la mode, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on sera vraiment au cœur des préoccupations associatives et au cœur du terrain. Donc, ce sont ces 3 nouvelles actions qui ont émergé grâce à ce partenariat et cette concertation et ce diagnostic partagé avec la ville. L'idée aussi, c'est que grâce à cette immersion et à ce partage de connaissances du réseau, l'idée, c'est de travailler de manière plus efficace sur les évaluations qui sont en cours sur la cité éducative, par exemple, et notamment sur les contrats de ville. L'intérêt pour nous, Maison des associations, c'est d'y apporter des éléments factuels, concrets, permettant de mieux comprendre comment est constitué les différents quartiers de la ville et comment construire ou co-construire ensemble le prochain contrat de ville. Donc voilà, en quelques mots, notre interaction et la capacité à agir en agilité, c'est ça qui est aussi intéressant, avec nos partenaires sur le territoire. Merci, voilà, Jimmy. Merci, Jimmy. Et ces différents exemples montrent vraiment bien votre rôle de catalyseur, d'intermédiaire entre les associations locales et les besoins de proximité, et comment cette remontée de terrain peut aussi alimenter justement tout ce que disait Catherine sur la politique de la ville et les différents dispositifs publics qui sont mis à disposition. Donc, merci beaucoup pour vos témoignages. Juste pour information, je ne pense pas que vous l'ayez vu, mais il y a quelques questions sur Saint-Paul. Donc, ça à destination plutôt de Catherine, je pense, et de Karine. Donc, n'hésitez pas à regarder le fil de questions si vous pouvez y répondre éventuellement. Donc, pour continuer ce webinaire et donc les prochaines dates, je laisse la parole à Charles Benoît. Non, je crois qu'il y a une annonce avant. Bah oui. Avant que nous parlions de la date importante de la rencontre, il y a une annonce que nous voulions faire, puisque, comme je le disais tout à l'heure, depuis 2008, nous avons créé avec la Caisse des dépôts l'Observatoire des partenariats, et ceux qui connaissent bien nos travaux savent que nous avons des plans quinquennaux depuis maintenant 2008 pour observer, regarder comment cette co-construction se fait, et nous venons de conclure le dernier plan quinquennal 2008-2012 avec 2018-2022, excusez-moi, avec une mesure de l'impact à l'échelle de la France métropolitaine sur cette dynamique. Et notre grand regret depuis ces 3 premiers plans quinquennaux était de ne pas avoir eu la possibilité d'élargir aux territoires ultramarins, qui sont une valeur inestimable pour la France. Je rappelle que nous sommes le 2e territoire ultramarin dans les pays. La nation est le 2e territoire ultramarin grâce à nos territoires ultramarins. Et donc, c'était un véritable regret de ne pas pouvoir le faire. Et nous avons pris l'engagement que pour ce plan 2023-2027, le plan écosystème, eh bien, nous allons identifier comment pouvoir intégrer dans nos échelles et dans nos travaux ces territoires ultramarins. Et ce n'est pas un hasard si Élodie a passé une semaine avec vous aux côtés du RNMA. C'est aussi parce que nous voulions prendre l'engagement auprès de vous 3, et merci d'être venus témoigner tous les 3, que nous allions commencer par modestement un petit cahier d'observation locale que nous nous engageons à faire aux côtés du RNMA et à votre côté, pour justement regarder comment tous les travaux que nous avons menés depuis 15 ans sur ce mouvement de co-construction entre collectivités, initiatives citoyennes, associations, entreprises
établissements scolaires, syndicats, eh bien, comment est-ce que nous pourrions finalement l'observer à vos côtés, être à vos côtés dans cette dynamique-là. Et donc, eh bien, nous allons commencer à nous mettre au travail pour pouvoir vous donner d'ici le prochain congrès en décembre un premier jet, alors sans doute pas tout complet, mais en tous les cas un premier jet de ce qui pourrait être la contribution modeste mais déterminée de l'Observatoire des partenariats pour rendre compte de la valeur de nos territoires ultramarins. Et en vous écoutant tous les trois sur l'exemple de la Réunion, merci, c'est passionnant. Ça a donné plein de perspectives, je crois, plein d'idées aux territoires métropolitains et sans doute à d'autres territoires ultramarins. Et en tous les cas, ce n'est qu'un tout début. Et merci infiniment pour cela. Et c'est pour ça que vraiment, très modestement, l'Observatoire des partenariats est très, très heureux dans ce nouveau plan quinquennal de le commencer en ouvrant une petite porte, petite mais très ambitieuse, à vos côtés. Et merci pour ce travail de co-construction que vous faites. C'est exemplaire et je crois que la clarté finalement du positionnement de chacun, de l'élu, de l'agent, de l'association était vraiment une démonstration que l'on peut construire le bien commun. On peut avoir un EDD 17 où chacun est à sa juste place et où chacun, justement, peut, tel les rouages d'une montre, donner l'heure ensemble parce que nous avons besoin de tous. Et c'est ça qui nous permet de passer de l'entre-soi à l'entre-tous. Vous en avez été une démonstration fulgurante à midi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Mais c'est une bonne transition parce qu'en fait, ça ne va pas s'arrêter à aujourd'hui puisque on organise donc la 9e rencontre des pionniers des Alliances en territoire le 4 juillet prochain. Donc la thématique, c'est « Ensemble, accompagnons les transitions en territoire ». Et au cours de cette journée-là, il y aura toute la matinée de différents témoignages sur justement comment les différentes parties prenantes du territoire se mobilisent. Et nous aurons à ce titre le témoignage du RNMA sur l'engagement associatif. Et puis, nous aurons aussi un temps au cours de la matinée sur comment différents métiers sont impactés par la catalyse et nous aurons Léa avec nous qui nous parlera du fameux référentiel sur l'accompagnement de la vie associative locale. Et puis, comme toujours chaque fois, un déjeuner convivial et des ateliers qui seront dédiés cette année aux compétences puisque Jimmy pourrait en parler très largement, mais les compétences de catalyse sont des compétences transverses qu'il faut pouvoir valoriser et bien qualifier. Donc, c'est le vrai sujet sera l'après-midi. Donc, on vous attend. Voilà, ce webinaire, c'est l'occasion de lancer les invitations. Vous allez tous recevoir dans l'après-midi le mail officiel qui vous dira « Venez vous inscrire » et on vous espère très nombreux. Ça sera pour ceux qui auront de la chance d'être en présentiel et puis pour ceux qui sont un peu plus loin, vous aurez quand même la possibilité de nous suivre à distance. Donc, on vous espère très nombreux. Et pour ceux qui ne sont pas encore sur nos listes, vous pouvez bien sûr aller dès 14h30 sur le site odd17.org dans les actualités, puisque le jeudi de DD17 aura été envoyé à 14h, il doit l'être d'ailleurs, et nous allons tout de suite le mettre en ligne pour que ceux qui n'ont pas reçu le flash info puissent aller le télécharger dès maintenant. Le programme est très gourmand. Exactement. Et puis, de toute façon, après le 4 juillet, il y aura les vacances. Et au retour des vacances, on se retrouve aussi avec cette fois-ci le webinaire du 31 août qui sera, lui, dédié au lien entre les initiatives citoyennes, ça va vous parler, et le rôle des catalyseurs à leur côté. Donc, voilà. Et que nous organisons en partenariat avec le comité 21 qui viendra nous parler de cette dimension très importante au moment où ils sont en train de préparer leur rapport nouveau modèle. Voilà, donc d'ici là, on vous souhaite une très bonne journée et une très bonne fin de semaine. On vous retrouve tous, on l'espère, le 4 juillet et sinon, on se retrouve le 31 août. Et passez une très bonne journée. Merci à tous et merci à nos intervenants et à la réunion. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Et au revoir.